Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 48 de La Postcaf, un podcast de Good Manufacturing Podcast. Oh là là, ça a failli bloquer. Mais c'est bon, tu l'as eu. Good Manufacturing Practice. Donc aujourd'hui, on est dans la partie 3, enfin on va commencer la partie 3 de notre petite série des cerveaux du qualiticien. Mais avant de commencer, j'aimerais rappeler que je serai en représentation le 21 et 22, le 21 et 22, donc la semaine prochaine au salon Performance Environnementale de QT Pharma. Bonjour à tous, C'est moi. C'est le live qui part sur mon téléphone. Ouais, c'est là que je fais les commentaires. Donc voilà, 21 et 22, donc je ferai une conférence, et puis après j'animerai pendant les 2 jours un stand shifter. Donc si vous êtes là, n'hésitez pas à venir me rencontrer. Ça va être sympa. À quand l'Olympia, quoi. Quand l'Olympia. Ça serait, je sais pas si on pourrait arriver à réunir suffisamment de qualiticiens et de gens de l'industrie pharma pour faire un Olympia. Ça serait un peu compliqué, quoi. J'ai jamais été à l'Olympia, mais je crois que c'est une petite salle. Enfin bref. Donc aujourd'hui, on va parler épisode 3 du cerveau des qualiticiens. Alors pour rappeler, la semaine dernière, on avait poursuivi notre exploration du cerveau des qualiticiens en allant voir un peu plus haut dans l'organigramme. On a parlé de la culture qualité, mais surtout de l'importance du comité de direction dans sa transformation. Alors qu'est-ce qu'on a retenu ? On ne peut pas changer la culture qualité d'un site sans embarquer la direction, évidemment. Ça, c'est clair. Le profil du directeur de site influence énormément la vision qualité. Donc, qu'il soit pharmacien, manager prod supply ou tout simplement issu d'une autre industrie. Le directeur qualité a un pouvoir d'influence là où le directeur production peut imposer. D'où l'importance de créer une alliance forte entre eux. Et surtout, il ne s'agit pas de changer la vision d'un directeur, mais plutôt de lui montrer comment la qualité peut l'aider à atteindre ses objectifs. Ouais, super important ça. On a aussi évoqué des outils concrets comme l'évaluation de la culture qualité du comité de direction ou encore l'importance de traduire une vision stratégique en objectifs concrets et partagés entre qualité et production supply. Donc c'était un épisode assez riche et du coup le vrai levier finalement, c'est de partir du haut pour bien commencer, quoi. C'est clair. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui, donc, c'est de parler de la culture qualité, mais des équipes non qualité. Donc, c'est tous les autres. C'est là que c'est le bordel. C'est là que c'est le bordel, là. Les mecs qui font n'importe quoi, qui respectent pas les règles, qui suivent pas la procédure, qui n'ont pas la procédure en main quand ils travaillent. C'est là. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai eu un exemple assez rigolo, pas plus tard que hier, où j'ai fait un coaching de groupe, là. Et il y a une qualiticienne qui se lève et qui fait, ouais, franchement, je comprends pas, on leur a fait une super procédure de 15 pages et ils font toujours n'importe quoi. Alors, ah ouais. C'est vraiment l'important, c'est le nombre de pages. C'est quoi? C'est dingue parce que moi, alors j'ai fait un post là-dessus justement cette semaine. Et il y a 2 semaines, j'ai eu sur un site la même réflexion. Mais attends, avec le document qu'on a fait, c'est pas normal, il devrait pas y avoir d'erreur. Là, c'est fou, hein. C'est fou, hein. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et en fait, je pense que si on on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Si les mecs ils font des erreurs, si les mecs ils ont une mauvaise culture qualité, alors on va parler en prod plus généralement, mais on pourra parler aussi des services annexes en OCQ. Et bien que la culture qualité soit un peu différente d'un service à l'autre, c'est pas parce que les mecs c'est des fainéants qui ont pas envie que voilà. Enfin, en fait, il faut juste reprendre le truc. Et on en a souvent parlé, mais la première raison, c'est qu'il y a un manque de sens. Ils comprennent pas. On leur impose des règles, on leur impose des choses à faire, on leur impose des documents à lire. Voilà, t'arrives, t'as 150 documents à lire, tu dois connaître, tu dois respecter. Putain, n'importe qui n'arrivera pas à s'en souvenir et à appliquer tel quel dans les documents, en fait. Et en fait, ce manque de sens, il est cruel parce que du coup, on a des personnes
qui vont être pointées du doigt parce qu'elles prennent des raccourcis, parce que c'est plus simple pour elles de faire comme ça, mais en fait elles comprennent pas pourquoi à un moment donné ils vont peut-être pas faire le plus simple, mais le plus standard pour respecter des contraintes, des spécifications, des choses comme ça, quoi. Et c'est juste qu'elles comprennent pas. J'ai un super exemple, j'ai deux super exemples trop marrants. Ces deux déviations que j'avais investiguées il y a pas si longtemps que ça. Le premier, c'était, il fallait faire, les deux, c'était sur des prélèvements. Donc le premier, c'est, il devait prélever l'intérieur, l'instruction, c'est prélever le retour produit. Donc c'est c'est un tuyau, quoi. Donc tu le démontes et puis du coup, tu es censé écouvillonner l'intérieur pour prélever ça pour analyser le toc. Donc le gars, il a probablement pas trop plus lu que ça. Il démonte le truc et là, finalement, il prélève le tour du tuyau, quoi, et pas l'intérieur. Extérieur. Ouais. Ouais. Et donc on va le voir. Fait du coup, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et tout machin. Il fait du coup j'ai démonté et puis mon écouvillon il est trop gros pour rentrer dans le trou. Alors je me suis dit que c'était pas là qu'on devait prélever. Alors j'ai prélevé extérieur. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que ton exemple, il traduit deux choses qui font que la culture qualité sur le terrain, elle est faible. La première, c'est que souvent, en fait, on met en place des pratiques qui sont pas forcément adaptées avec la réalité du terrain. Et la deuxième, c'est que quand le gars, il a un truc qu'il peut pas faire parce que, son écouvillon, il est pas adapté, culturellement, il se dit pas, tiens, je m'arrête, je vais demander si c'est le bon truc. Qu'est-ce qu'il faut prélever, là, en fait. Derrière, il y a mon chef, il va me demander qu'on accélère pour changer après de produit, etc. Donc, je prends la décision de faire comme ça. Je me pose pas la question. Et ça, c'est un vrai truc, quoi. Deuxième exemple assez intéressant aussi. Et alors là, c'est pareil. Je vais t'expliquer plusieurs autres trucs avec la procédure. Donc c'est pour faire un prélèvement. C'était encore une fois un prélèvement TOC, mais du coup sur de l'eau, c'est un puisage d'eau. Et donc le gars, c'est un mec de la production. Donc normalement, à chaque fois qu'ils font un prélèvement, hop, ils désinfectent le point de prélèvement, ils font le prélèvement, et puis après ils redésinfectent. Sauf que là, quand tu fais un prélèvement de TOC, il faut savoir que l'alcool isopropylique, ça te pourrit tes résultats du TOC, quoi. Et donc là, il a fait comme d'hab. Son prélèvement, vu qu'il fait comme d'hab, il désinfecte, il prélève, boum, le truc du TOC revient à 2000. Wow. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir on a plusieurs choses. Donc on a été voir, il y avait plusieurs endroits où il devait regarder, où il pouvait regarder. Donc il y avait bien sûr la procédure, où là la procédure ne dit pas qu'il faut désinfecter avant, mais elle dit pas non plus qu'il faut pas désinfecter. Alors ça, du coup, est-ce que c'est normal ou pas, je sais pas. Et après, pareil, l'instruction de validation de nettoyage, je crois que c'était. Pareil, là, elle dit absolument rien du tout sur désinfection, pas désinfection, quoi. Donc en fait, si tu le sais pas que l'alcool isopropylique, ça te pourrit ton prélèvement, tu peux pas vraiment le savoir. Mais alors, est-ce que le fait que ça soit marqué dans la procédure, de toute façon, il aurait pas lu la procédure parce que pour lui, c'est un prélèvement, c'est un truc qu'il fait d'habitude. Et après, peut-être que dans l'instruction de nettoyage, dans l'instruction de validation de nettoyage, là, ça aurait été peut-être intéressant de le préciser que en tant que prélèvement de TOC, il faut absolument pas désinfecter avant, quoi. Ouais. Ouais, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Et je te rejoins sur le fait que la procédure, en fait, il l'aurait pas lu parce qu'il fait ça tout le temps. Alors, on peut se dire, ouais, mais c'est pas normal, c'est un manque de rigueur. Les mecs, ils ont des procédures, ils doivent les lire. En fait, juste à un moment donné, on va arrêter de dire ça, quoi. On se met à la place d'un opérateur. Tu prends toutes les procédures qu'il doit maîtriser dans son quotidien. C'est impossible. Humainement parlant, ça n'est pas possible. Ça veut dire que votre système de formation et de documentation, il est mal conçu. Après, ça, on parle de cet exemple-là, mais encore une fois, c'est pas la formation et la documentation qui va porter votre culture qualité sur le terrain. C'est un outil, la documentation et la formation, qui va vous aider, mais il faut d'abord travailler sur la culture, avec le sens, avec des outils aussi méthodologiques sur le terrain qui sont adaptés au terrain et qui permettent de vérifier quand il y a des dérives de pratique et de corriger au plus tôt ou d'adapter la pratique aussi si elle n'est pas adaptée avec la réalité du terrain, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les accus savent que l'alcool isopropylique, ça te pourrit ton prélèvement TOC, mais
je dirais qu'il y a pas toute la prod qui le sait, quoi. Alors c'est pour ça que quand tu fais une réunion avec des accus, tout le monde fait genre non mais putain tout le monde sait ça, c'est n'importe quoi. Ouais, mais du coup, est-ce que c'est normal que la prod le sache ou le sache pas? Je veux dire, les opérateurs, c'est eux qui le font. On peut pas leur demander. Alors après, ça dépend de quel type de production on parle, mais on peut pas demander aux opérateurs d'avoir le même niveau de connaissances chimiques, analyse, etc., qu'un pharmacien ou un ingénieur qualité. Et en l'occurrence, même si on commence à dire, on va les former, on va leur donner des connaissances, etc. Tu prends un process de prod, il y a tellement de choses à connaître que ça va être compliqué pour un opérateur qui, au mieux, il va être bac+2 ou quelque chose comme ça, d'appréhender tout ça, quoi. C'est compliqué. Mais après, moi, je pense que c'est que c'était pas son boulot. C'est-à-dire que, tu vois, c'était pas son boulot. C'est difficile à dire, mais le technicien du Sécu qui va faire, lui, les prélèvements quotidiennement pour tous ses points de pisage, parce que t'en as un paquet de points de pisage à prélever tous les jours. Ouais. Lui, il le sait, lui, qu'il faut pas désinfecter. Ouais. Il le sait pourquoi. Ouais. Parce qu'il le fait tout le temps. Il s'est peut-être fait avoir le premier coup, mais il le sait, quoi. Et donc, pourquoi est-ce que c'est finalement le technicien, c'est le technicien de prod qui a fait le prélèvement? Je sais pas. Mais on aurait pu se dire, pour la validation de nettoyage, c'est peut-être des techniciens qui sont habitués à faire les prélèvements qui doivent venir. Alors qu'il est habilité au prélèvement. Il a eu cette formation, il savait que, c'était bien fait, quoi, en vrai. C'est juste qu'il a travaillé de mémoire, et il a fait comme d'hab. Est-ce qu'il savait pourquoi est-ce qu'il devait faire ce prélèvement? Ou est-ce qu'on lui a appris dans la formation à comment bien le faire? Sans lui donner à quoi il sert ce prélèvement, qu'est-ce qu'on va mesurer, etc. Ouais, là, après, là, j'ai pas les infos, mais. En tout cas, voilà, mais ça c'est un truc important. Et moi, je pense que, c'est des choses qu'on a beaucoup parlé parce que finalement, la culture qualité au niveau des personnes hors qualité, on va refaire le lien avec aussi nos approches de réduction des erreurs humaines, parce qu'en fait, finalement, c'est de ça dont on parle. Et pour rendre la culture qualité beaucoup plus proactive, ça, c'est vrai que nous, on milite pour aller chercher les situations à risque qualité et pas se contenter de traiter les déviations quand il y a une déviation qui sort, quoi. Les observations de tâches, franchement, les observations de tâches, c'est le truc le plus puissant, quoi. On a fait tout un épisode sur les observations de tâches pour y aller. Et en fait, c'est ça, hein, pour moi, pour changer la culture qualité des équipes production, dans tous les cas, il faut mettre le paquet sur les observations de tâches continuellement, quoi. Et les observations de tâches, c'est pas pour mettre des cartons, justement. C'est justement pour mettre ça, tu vas assister tous les jours à un prélèvement, quel qu'il soit. Puis du coup, tu vois que le gars, il laisse traîner le tuyau de prélèvement par terre, il allume, il fait sa purge. Pendant ce temps-là, le tuyau, il traîne par terre, donc ça éclabousse partout autour du tuyau. Il revient avec son machin, il reprend le tuyau, il met dans son machin. C'est sûr que les autres trucs, il est chargé en bactéries. Exactement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'observation de tâches, ça va te permettre soit d'adapter ta pratique parce que tu te rends compte que la pratique telle qu'elle est définie, elle n'est pas adaptée, soit de recadrer aussi un opérateur, parce qu'il y a des opérateurs qui prennent des raccourcis alors qu'il n'y a pas de raison, ou aussi de redonner du sens, en fait. Typiquement, si tu te rends compte que le mec, il laisse traîner son tuyau, etc. par terre, peut-être que ça veut dire que les gars qui vont faire les prélèvements, ils n'ont pas bien compris le truc. Et donc, tu peux aussi cibler ce que tu vas passer comme communication auprès de tes personnes du terrain pour redonner du sens petit à petit sur les sujets que tu observes. Et ça, c'est important. Et des sujets concrets. On va pas parler des sujets macroscopiques qui vont parler à tout le site. Là, c'est le manager, il voit ça, il va en parler à son opérateur. Mais ça repose sur un truc essentiel, c'est la culture qualité des managers. En fait, la culture qualité des managers, c'est le pilier numéro 1. Hein. Alors encore une fois, on va revenir en arrière sur ce qu'on a dit dans l'épisode précédent. Effectivement, pour pouvoir changer la culture qualité, il faut avoir changé la culture qualité du CODIR pour que, si on prend la production spécifiquement, le directeur production ait une vraie culture qualité qu'il infuse à ses managers. Voilà, moi là on a un commentaire qui dit la documentation est un outil en effet, un bon levier pour améliorer la culture, ça peut être entre autres la présence terrain, le Gemba où on prend le temps de faire
ou observer une activité. Sauf qu'en fait, ça, c'est bien, c'est pertinent, mais c'est pertinent, à mon sens, hein, si c'est la prod qui fait ses gembas, ses tours de terrain, avec une culture qualité. Alors ça peut être en binôme avec la Q, mais il faut pas que la Q vienne faire ses observations, ses gembas, seule, parce que forcément que ça va finir par glisser vers la Q, le gendarme qui vient contrôler, oh là là, ils sont pénibles. Tu vois, il faut vraiment que ça soit un vrai duo, quoi. Ouais, mais et puis, enfin, comme on l'a dit après, il faut que les mecs, ils sachent, enfin, ils soient vraiment ultra forts dans leur process, enfin, ultra forts. Ils comprennent vraiment tout, parce que c'est un processus qui nécessite, enfin, qui est aseptique, par exemple, ou des trucs comme ça. Bah là, du coup, tu dois être enfin, tes managers, ils doivent être forts à ça, quoi, à toute la gestion, toutes les Alors ça, contaminations, oui. comment tu les gères, comment tu les et pareil pour autre chose, hein, mais pareil, quand tu travailles dans la granulation, bah c'est pareil, les mecs, ils doivent être quand même un peu forts pour pouvoir détecter justement, ah, ça c'est pas bon, ça. Enfin, Ouais, ça mais peut engendrer des problèmes. tu vois, moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas là-dessus qu'ils doivent être le plus fort. Pour moi, là où ils doivent être le plus fort, c'est savoir se dire, ah, là, je sais pas, je vais demander. Parce que, effectivement, tu peux ne pas maîtriser 100% des trucs, mais en fait, le manager, il va être amené à prendre des décisions quotidiennement pour dire à ses Mm. opérateurs, oh, ok, vous allez faire comme ça, ok, machin. Sauf que le manager, bah, alors oui, on va en avoir qui vont être super forts sur leur process, d'autres qui seront peut-être un peu moins forts. Mais du coup, sa force, ça va être de se dire, attends, je vais prendre une décision. Je ne connais pas tout très bien dans le détail ce sur quoi je vais prendre une décision. Je vais me renseigner avant de prendre ma décision. En fait, du coup, il faut arriver à rendre les managers de prod curieux. Ouais. Et douteux. Douter d'eux-mêmes. Non, mais c'est vrai. Enfin, douter Ouais, ouais. de leurs décisions et de se dire, attends, voilà. Alors après, il faut pas tomber dans l'excès inverse où ils vont plus prendre aucune Dans la- décision On en parlera dans l'épisode prochain avec la qualité. voilà, c'est ça. Mais en fait, on est en train de, voilà, en fait, aujourd'hui, alors si on fait le lien avec l'épisode prochain, la qualité va être douteuse. Enfin, ils vont Mm. douter facilement. Ils vont douter plus facilement, ouais. Euh, alors qu'en fait, on voudrait que ce soit l'inverse, quoi. Ce soit ceux qui sont pas en qualité qui doutent facilement et la qualité qui doute moins. Mm. Et ça, c'est un vrai sujet parce que après, voilà, encore une fois, les profils de managers de prod, c'est des mecs, ouais, ils sont là pour faire de la performance, quoi, tu Ah, vois. mais regarde, Donc, ouais, voilà, c'est ça. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Parce que du coup, tu sais pas si ce que tu vas faire, ça va rendre le truc non conforme ou conforme, quoi. Ou, enfin, tu sais, ça va avoir un mm, impact futur. En vrai, ouais. quand t'es en prod, théoriquement, tu t'en fous de tout ce que tu penses au présent. Bah oui, mais du coup, en fait, ça veut bien dire ce qu'on me disait la dernière fois. Ça veut dire que les mecs en prod, ils vont pas douter parce qu'ils vont se dire, attends, moi, Moi, je débloque et puis on verra si après. je fais ça, si je fais ça, ça va me réduire l'efficacité de mon équipement de production. Je suis objectivé là-dessus. Il faut augmenter le TRS. Donc je prends cette décision-là, quoi. Et donc on Mm. en revient aussi aux objectifs hein, des uns et des autres. Hein. Quand on parlait des objectifs la semaine dernière, bah ça va jusqu'au manager. C'est quel objectif on donne à nos équipes sur le terrain en lien avec des attendus qualité et pas que performance quand on est sur de la production ou du sécu ou des choses comme ça, quoi. Ouais, donc c'est comment leur faire douter et surtout, enfin, leur, leur faire prendre conscience que, ouais, enfin, ça a l'air bateau de dire ça, hein, mais en vrai, c'est penser aux conséquences futures de chaque chose qu'ils voient, quoi. Ouais, en sachant que quand tu prends leur champ de contrainte à eux, ils n'ont pas le temps de se poser et de penser aux conséquences futures. Mm. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. Mm. Et ça, tu vois, c'est un premier outil de travail, c'est de travailler justement sur un stop quand tu dois prendre une décision, quoi. Il faut que ça devienne instinctive pour tout manager de se dire, attends, je dois prendre une décision, stop. Et C'est un mini là, change control, quoi. ouais, c'est ça. Non, mais ouais, enfin, ouais, je sais pas. Ça risque de faire peur si on dit ça. Mais c'est de se dire, ouais, je fais un stop, je prends pas ma décision trop vite. T'as ça, ouais. Et Alors, il y a Thomas Chabert qui nous dit, ah, mais si le manager gère la dev et doit ensuite défendre son lot, crois-moi qu'il va le réfléchir aux impacts avant de prendre une décision.
Ouais, mais on a un peu. C'est pas faux, mais. C'est pas faux, mais encore une fois, on a, enfin, La déviation, elle est déjà là. Elle est déjà là, et puis en plus, ouais, enfin, quand tu dis gérer la dev, c'est gérer les actions curatives ou les investigations. Ah, bah, du coup, l'investigation, t'as pas le temps de faire ça. Voilà, c'est sûr. Si déjà t'as pas le temps de te poser pour réfléchir aux conséquences, enfin. Et du coup, après, il y a aussi un autre sujet, hein, c'est que les mecs sur le terrain, en fait, c'est vrai que t'as souvent des mecs qui arrivent, enfin, je parle de mecs, mais des gens qui arrivent qui ne viennent pas forcément aussi que de la pharma, qui ne connaissent pas forcément aussi toutes ces contraintes, et les formations qu'on leur donne à l'entrée sur le site. Alors, on va donner des BPF, mais est-ce qu'on les forme vraiment à leur process, aux produits qu'on est en train de faire, aux impacts qu'on est en train de faire? Tu vois, c'est le sens derrière qui est pas là, quoi. Ouais. Ouais, ben c'est ça. Enfin, c'est pour ça que je disais qu'il faut qu'ils soient quand même pas mal experts dans leur process, mais ouais, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour ouais, en fait, il faudrait arriver à trouver un principe pour que les gens qui regardent leur process, ils disent ah, je comprends rien. Comment ça marche? Pas vraiment. C'est quoi mais c'est attiser leur curiosité, mais en fait, encore une fois, tu vas avoir plusieurs types de profils de superviseurs ou de chefs d'équipe ou de managers d'équipe. Là, on focus beaucoup sur la prod, mais c'est valable pour d'autres secteurs. Il y en a qui vont être d'anciens techniciens de prod, qui vont vouloir faire à la place d'eux, dire attends non mais là tu fais pas bien, regarde je te le fais et voilà. Il y en a qui vont effectivement avoir une capacité à prendre du recul, à s'arrêter. Et en fait, il faut arriver à gérer toutes ces différences, toutes ces approches un peu subjectives des uns et des autres. Et en fait, encore une fois, là, pour le coup, le changement de culture qualité, c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est pas en disant on va mettre tel outil et c'est bon, ça va marcher quoi. C'est organiser régulièrement de la communication structurée, c'est taper les messages, taper les messages, c'est faire de la com sur les process régulièrement. Enfin, c'est du tapage quoi. Enfin, c'est du matraquage en fait. C'est exactement ce que j'ai raccroché les wagons à ce qu'on fait avec les 15 minutes pour la qualité où là tu passes des messages. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a plus tendance, quand on arrive avec une intervention 15 minutes pour la qualité, on a plus tendance, enfin les sites ont plus tendance à demander des messages orientés qualité à fournir aux producteurs. Alors que finalement, ce qu'il faudrait qu'ils fassent, c'est plutôt des messages, je pense, des messages plutôt orientés technique process, tu vois, genre en fait un peu mélanger les deux, tu vois, c'est-à-dire un peu mélanger les deux. C'est mélanger les deux en process. Ça parce que sinon j'allais pas être d'accord. C'est un peu mélanger les deux, quoi. Ouais, pour bien sensibiliser, encore une fois aux conséquences de chaque chose. Tu vois, en fait, on fait comme ça parce que finalement ça va avoir telle conséquence sur ton process et là du coup la qualité sera pas contente parce que du coup ton truc sera non conforme. Mais finalement, en fait, c'est pour ça que tu fais ça comme ça, donc tu donnes du sens aux pratiques, etc. Et puis après, il y a la deuxième chose, c'est quand on disait réfléchir aux conséquences futures, c'est un petit peu ça en fait qu'on fait quand on passe quand on forme sur les signaux faibles. Parce que les signaux faibles au départ, les gens ne sont pas forts pour les détecter. Mais au plus tu vas les détecter avec eux, au plus ils vont se rendre compte ah ouais mais en fait ça, du coup ça pourrait engendrer ça et du coup c'est pour ça qu'il faut essayer de le régler maintenant quoi. Exactement. Petit à petit et après quand tu investigues en plus les déviations avec eux, tu peux pointer ça c'était un signal faible, ça c'était un signal faible, ça c'était un signal faible et ensemble ils ont fait une déviation. Allez hop. Ouais, exactement. Mais voilà, j'ai signal investigué faible, une déviation, situation à risque qualité. Ouais. C'est vraiment la clé du changement de la culture sur le terrain. Et encore une fois, situation à risque qualité, signal faible, tu peux faire une formation one shot et il y a rien qui change quoi. En fait, ça se passe de l'accompagnement dans la durée pour pouvoir s'assurer que les gens ils comprennent ce que c'est et qu'ils les capturent et qu'ils en discutent et petit à petit, c'est comme ça qu'effectivement, comme tu dis, ils vont prendre conscience des impacts de ce qui les entoure au quotidien.
C'est Thierry, il a découvert que la pompe là, le truc était usé. Regardez, bah ça, on va le changer préventivement pour pas que ça casse. Jean-Marc, il a trouvé que là, il y avait de l'eau qui coulait sur le mur régulièrement. C'est peut-être faire des contaminations parce que si, parce que ça. On va aller regarder ça. Et en fait, ça va donner des idées aux autres qui eux vont finalement commencer par reporter et tout ça en fait, ça fait monter la mayonnaise, qui fait que finalement tu as de moins en moins de signaux faibles sur ton site quoi. Et en fait, c'est que les gens comprennent que en fait que la déviation n'est finalement pas une fatalité. Il y a des choses qui se passent tous les jours sur site qui entraînent plus tard des déviations. Et c'est ce mécanisme-là qu'il faut arriver à montrer, mais que sans accompagnement sur le terrain des personnes, ça marche jamais quoi. Ouais. Et tu vois, alors je vais raccrocher aussi le wagon sur ce qu'on disait, les 15 minutes pour la qualité. Et moi, le premier, au début, j'ai dit, on va aborder une fois par mois un sujet qualité qui est important pour le site. En fait, il faudrait plutôt aborder des sujets très concrets, très terrain, très pragmatiques. Et typiquement, je sais pas, plutôt que de parler de, alors c'est quoi le bon du premier coup des dossiers de l'eau, pourquoi c'est important, blablabla, c'est ne serait-ce que de dire comment on fait quand on est face à un truc sur lequel on sait pas agir ou qui est nouveau pour nous. Tu vois, ce genre de choses qui sont très concrètes et qui permettent d'expliquer pourquoi c'est important d'agir de la bonne manière ou de ne pas agir, pourquoi c'est important de faire comme ça, etc., etc. Rentrer dans le quotidien des personnes, se mettre à la place des personnes quand on construit ce genre de choses pour leur expliquer le sens des petites actions, pas forcément des grands concepts de alors c'est quoi une déviation et pourquoi on traite des déviations quoi. Même si ça reste important, hein, mais les deux sont importants quoi. Ouais, c'est vrai, ouais. Et tes signaux faibles que tu collectes tous les jours, en fait, tu peux petit à petit aussi en faire des 15 minutes pour la qualité. Tiens, on a détecté que la pompe là, elle était usée. Je sais plus comment tu l'as, Thierry, elle a vu ça. Tiens, on va faire un 15 minutes là-dessus. Alors ouais, pourquoi c'est important qu'on ne se retrouve pas avec des pompes qui sont usées. De pression. Voilà, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact, comment on fait, et vous en pensez quoi, etc., etc. quoi. Et ça, de toute façon, ça vient avec l'habitude d'écrire, enfin, d'en écrire. En fait, si tu as une équipe qui gère un peu les 15 minutes pour la qualité, qui a l'habitude de faire ce genre de feedback et d'écrire ce genre de trucs pour faire des communications, en fait, au début, c'est méga dur, en vrai. Au début, tu fais une feuille sur les chest control, mais heureusement que, mais finalement, après, tu peux faire une feuille sur la première étape, sur l'évaluation du risque du premier change pour ce type de truc-là, et tu peux écrire un bouquin, quoi, au bout d'un moment. Parce que du coup, tu deviens un spécialiste de ton process, et finalement, tout est intéressant, et tu peux décomposer à l'infini, rentrer dans les détails comme tu veux. Et ça vient que avec l'habitude, la connaissance et justement la connaissance de tes équipes, comment elles reçoivent les messages, ce qu'elles aiment bien, comment elles ont réagi, etc. Et ça, tu peux le faire que en faisant ça régulièrement, quoi. C'est clair. C'est clair. En tout cas, voilà. Du coup, c'est vraiment ce travail sur le terrain qui est ultra important, quoi. À une heure où l'IA prend de plus en plus de place dans nos vies, en plus, c'est vrai que finalement, ça c'est un danger. Oui, c'est un danger un peu de l'IA, c'est qu'elle n'est pas connectée à vos personnes, quoi. Du coup, si jamais vous demandez à de l'IA de vous faire des messages de tel ou tel type, elle va vous les faire. Ils vont peut-être être bien, mais elle va pas avoir de connexion avec vos gars, quoi. Et quand vous allez lire le message, les mecs, ça se trouve, ils s'en foutent. Enfin, ils trouvent ça nul. Et il y a que vous qui pourraient savoir si ça leur plaît, s'ils réagissent et s'ils comprennent, quoi. Et finalement, c'est pour ça que c'est quand même bien d'écrire un petit peu de choses pour s'habituer à customiser, en tout cas, un minimum ce que l'IA vous donne pour avoir des messages plus percutants, plus efficaces, quoi. Complètement. Ça peut éloigner des sujets. Non, et puis après, je pense qu'il y a un dernier élément qui est clé aussi pour travailler sur la culture qualité hors qualité, c'est d'arrêter de penser que les mecs prennent des raccourcis volontairement aussi. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, et de se dire que de toute façon c'est peine perdue, les mecs ils en ont rien à foutre, c'est des fainéants, ils font ça parce que c'est plus facile pour eux mais ils comprennent pas. Faut arrêter de penser qu'ils le font volontairement.
Et quand ils font de conneries parce que ils ont pas respecté, c'est les premiers à être emmerdés quoi en fait. Hein. Même si peut-être qu'il y en a qui s'en foutent, ils vont rentrer chez eux le soir, ça les touchera pas trop. Mais malgré tout, au fond de soi, ça fait toujours chier quoi. Bah, tu vois, c'est comme cette histoire de ligne de désir là. En fait, parce que là, j'ai eu beaucoup de mal. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu une déviation, tu vois, où c'était une personne, toi, qui chargeait les laveurs. Et tu vois, tu charges donc la charge du laveur, elle est validée. Donc, elle a fait 3 paniers un peu complexes où elle a utilisé et les photos, genre, elles sont aimantées sur le laveur, quoi. C'est pas comme, c'est pas comme si c'est pas comme si c'était pas accessible, c'était pas là. Enfin, c'est des photos visuelles, machin et tout est expliqué. Et donc, elle charge ses premiers paniers, elle les fait nickel parce que du coup, elle utilise la documentation. Troisième panier, fallait juste mettre un bol et 2-3 petites pièces. Et donc là, elle travaille de mémoire, sauf qu'elle met le bol à l'envers. Boum, elle lance le laveur. Boum, cycle non conforme. C'était forcément comme quand tu mets un bol à l'envers dans ton lave-vaisselle, toute la merde reste dedans, quoi. Bon, après, ça a engendré plein d'autres problèmes, mais cette personne, tu vois, qui a travaillé de mémoire parce que du coup, c'était facile. Bah oui, et là, c'est super. Enfin, en vrai, pour trouver une action corrective, c'est super chaud. Une action corrective autre, quoi. Enfin, c'est assez chaud. Et en fait, je pense que l'action corrective, finalement, ce qu'il faut faire, c'est que tu fais pendant plusieurs semaines des observations de tâches du chargement du laveur en poussant les gens à utiliser systématiquement la documentation, enfin la photo qui est affichée, pour que ça devienne un réflexe d'utiliser ces photos et que même si c'est facile, il faut quand même, on l'a bien vu là, c'est pas parce que c'est facile que tu peux pas te tromper sur une charge de laveur. Et je pense que c'est observer pour voir si les gens utilisent bien les documents à disposition. Mais c'est chaud, hein. Ouais, moi, je suis pas d'accord. Ah, vas-y, ouais. Je suis pas d'accord parce que en fait, t'oublies un facteur clé dans ce cas-là, c'est que la personne, ça se trouve cette nuit-là pour une raison X ou Y, elle s'est engueulée la veille avec son conjoint ou quoi. Non mais ok, mais tu vois, là dans ce cas-là, non, mais tu vois, elle a peut-être pas bien dormi, elle était pas réveillée et voilà, il peut y avoir des raisons qui ne sont pas maîtrisables par le site de production. On peut pas maîtriser la vie des gens en dehors du site de prod, les obliger à se coucher à une heure convenable et pour arriver 100% opérationnel psychologiquement. Donc il y a ce truc-là. J'ai exactement la même déviation sur le chargement d'un surgélateur. Et du coup, tu as une sonde. Quand tu fais un -20, tu le mets à un endroit. Quand tu mets un -60, tu as un autre endroit. Les deux photos sont au même niveau de sa tête sur la porte du surgélateur. Et elle l'a mis au mauvais endroit, putain. Elle dit merde, qu'est-ce qu'on fait quoi? Ouais, mais ça, tu vois, c'est alors après si tu veux vraiment éliminer, parce qu'après ça dépend aussi de la fréquence de ce genre de problème, mais si tu veux que ça se reproduise plus, à mon avis, il faut pas travailler sur on va faire en sorte que les mecs ils utilisent plus la doc. Il faut travailler sur mettre en place des outils de détection automatique ou j'en sais rien. Alors ce que j'avais proposé, c'est est-ce qu'on peut pas regarder avec la validation si on peut pas mettre les deux sondes au même endroit, enfin selon quelle que soit la température, par exemple, ça aurait été cool. Mais bon, en vrai, ça reste quand même difficile à. Enfin, là, c'est chaud, je sais pas. Ouais. T'arrives un peu dans ton investigation, c'est ouais, j'ai fait la connerie. Non, ça va, je me suis pas fait interrompre. Ouais, j'avais que ça à faire. Et non, ça va, j'étais plutôt réveillé. Pas de problème ce jour-là, c'est juste que j'ai fait une connerie. Ouais, ouais. Après, tu peux aussi. Moi, je sais que par exemple, sur une déviation que j'ai eu à coacher il y a pas longtemps, dans la réception à un magasin, le mec il s'est planté dans l'étiquetage de ses palettes. En fait, il avait deux AC différents. Alors c'était les mêmes, hein, c'était des étuis, mais le code article était différent. C'est pas pour le même produit, mais ils étaient similaires. T'avais le même nombre de palettes, le même nombre de cartons pour les deux commandes. Et en fait, il a inversé l'étiquetage. Et ce genre de situation où tu as le même nombre de cartons, le même nombre de palettes, il est super rare. C'est-à-dire que si le gars, il a pas le même nombre de palettes et le même nombre de cartons, à un moment donné, il va se retrouver soit avec pas assez d'étiquettes, soit avec trop d'étiquettes, et donc il va pouvoir réagir et corriger son erreur tout de suite avant que ça puisse arriver jusqu'à la prod. Il est super rare, mais il est quand même connu et il peut arriver. Et donc en fait, là, typiquement, qui a pas complètement débile, hein, mais très simple à mettre en place,
c'est de se dire, le gars qui fait l'impression des étiquettes, lui, il le voit qu'il y a le même nombre de palettes, le même nombre de cartons, et donc on a mis en place dans leur casier où ils mettent les étiquettes, on a mis en place quelques cases avec un affichage attention particulière, tu sais, en rouge bien visible. Et en fait, quand il y a des étiquettes qui sont posées là, les mecs, ils savent qu'il va y avoir un truc particulier, il faut qu'ils fassent encore plus attention que d'habitude. Ça, c'est pas infaillible, hein, C'est mais pas infaillible, et ça puis permet. un jour ça va faillir, et puis là, enfin le jour où ça faillit, c'est les mecs qui font mais putain, mais pourquoi on a fait ça? Et puis sûr que ça va revenir au système précédent. C'est un Ah, je peu, sais pas, hein, je sais pas, hein. ouais, Mais on peut pas demander aux opérateurs d'être vigilants 100% du temps, ouais, non mais mais c'est clair. on peut essayer Enfin c'est d'attiser clair. leur vigilance sur des trucs critiques qu'on connaît ou des trucs qui peuvent se produire. On peut essayer d'attiser leur vigilance par différents moyens, mais on peut pas s'attendre à ce que les mecs ils soient vigilants, parce que même les mecs en qualité, ils sont pas vigilants 100% du temps. Combien de fois on a vu des Non non dossiers de mais l'eau qui avaient été revus par tout le monde, qui sont à l'archivage où il manque encore des données. Enfin, on peut pas. ah non mais justement en fait il faut que ton process il soit fait pour que même pas vigilant ça fonctionne. Tu sais, c'est comme je dis toujours l'électricité chez toi quoi, tu t'électrocutes jamais par hasard. Oui, mais ça Et après comment c'est et aussi c'est comment l'utopie faire pour quoi. arriver jusque là? Ouais, c'est très compliqué parce que là on va parler aussi d'investissement